je vais me tenir à l'horaire, ne vous en faites pas. Donc, on terminera à l'heure prévue, c'est-à-dire à 4h50. Et je vais essayer de donner quelques éléments pour les conclusions. Mais ces 2 journées ont été tellement riches qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir reprendre tous les points. Et donc, d'abord, je voudrais adresser un immense merci à toutes les personnes qui ont participé au débat, à toutes les personnes qui ont effectué des présentations, à toute l'équipe de l'unité conditions de travail, santé et sécurité qui s'est énormément investie dans cette conférence, à notre collègue aussi, qui a été sans qui cette conférence n'aurait jamais eu lieu. Et voilà, ça c'est la première chose à dire. Il y a, pour une très petite organisation comme la nôtre, voilà, ça représente un effort, et c'est un effort collectif. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Maintenant, pourquoi avoir fait une conférence femmes, cancer et travail? Même dans les organisations syndicales, ce n'était pas évident. Autrement dit, le fait de dire on va prendre 2 jours pour parler de la question femmes, cancer et travail ne faisait certainement pas l'unanimité. Une conférence sur les cancers professionnels, bien sûr. Pourquoi avoir mis l'accent sur cette dimension-là? Et je pense que c'est important de l'expliquer et que c'est important que chacun et chacune d'entre nous l'explique aussi à d'autres personnes. Vous êtes venus à la conférence, donc je suppose que ça ne vous posait pas de problème, mais dans notre entourage, dans nos organisations, parmi les gens avec qui l'on travaille, ça peut poser des problèmes et il y a des gens qui peuvent se demander finalement pourquoi avoir consacré 2 journées, tant d'efforts autour de cette question. Alors, je commencerai par quelque chose de très concret. Vous êtes un homme, vous avez un cancer du poumon, votre médecin fait des diagnostics, vous l'annonce. Je ne dis pas que, malheureusement, je ne dis pas que dans tous les cas, il va vous poser des questions sur votre travail, mais il y a une certaine probabilité qu'il vous pose des questions sur votre travail. Pas assez, et donc, pour les hommes aussi, il y a évidemment un immense problème pour établir le lien entre les conditions de travail et le cancer, mais il y a une certaine probabilité. Vous êtes une femme, on vous annonce le diagnostic d'un cancer du sein, la probabilité que l'on vous pose la moindre question sur vos questions de travail est proche de 0. Et, je veux dire, dans le projet qui est lancé par les militants syndicaux en France sur la question des cancers du sein, il y a des personnes qui viennent d'une association, donc qui ne viennent pas directement du monde syndical, qui ont créé une association qui s'appelle Cyclosin, petite association locale, mais qui est née de cette révolte. Qui est née de cette révolte d'une personne, une infirmière, qui a pris l'initiative de créer cette association. Elle vit dans le milieu médical, donc elle ne vit pas au milieu d'ignorance complet. Et on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Et la première fois que l'hypothèse d'un lien avec les conditions de travail est intervenue, c'est de façon tout à fait accidentelle. Au moment de l'opération, son anesthésiste lui dit, comme toute personne atteinte d'un cancer, elle se pose la question, mais pourquoi moi On sent toujours ça comme une injustice. Pourquoi est-ce que c'est arrivé à moi et ce n'est pas arrivé à d'autres personnes? Il n'y avait pas d'antécédence dans sa famille. Enfin, elle avait vraiment, au niveau de tous les autres facteurs, je dirais qu'elle présentait le profil idéal. Et c'est l'anesthésiste qui dit, mais tu sais, tu ne vas pas tourner longtemps en rond, cancer du sein et travail de nuit, ça va ensemble. Et immédiatement, il y a eu évidemment une énorme révolte. Elle avait travaillé pendant une trentaine d'années en travail de nuit. Jamais personne ne lui avait fait remarquer, jamais personne ne l'avait informé des risques, jamais il n'y avait eu un suivi spécifique de la part d'un médecin du travail par rapport à cette question dans son hôpital. Et donc, ça c'est une situation vécue par énormément de femmes qui ont un cancer. Donc, dès lors qu'il s'agit d'une femme qui a un cancer, l'hypothèse même que ce sera un cancer professionnel est presque automatiquement écartée. Et ça devient une lutte, et souvent une lutte presque désespérée, malheureusement encore aujourd'hui, pour établir le lien. Alors, ça c'est au niveau de la réalité immédiate, et c'est quelque chose qui façonne toute notre vision des rapports entre le cancer et le travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut écarter facilement. Cela façonne
et on les exposer sur la production scientifique. Hein, cela a une influence, un poids négatif sur la qualité de la production scientifique. Cela façonne les politiques de prévention au quotidien dans l'entreprise. Cela façonne les législations que nous adoptons sur ces questions. Et donc, nous pensons qu'il est important de dire l'étanchéité, la division traditionnelle qu'il y a, y compris à l'intérieur du mouvement syndical, entre les questions de l'égalité et les questions de la santé au travail, est un obstacle terrible, aussi bien pour l'efficacité des politiques de l'égalité que pour l'efficacité des politiques de santé au travail. Donc c'est vraiment comme si on découpait à un moment donné un être humain, une moitié reste avec le bras gauche, l'autre moitié reste le bras droit, c'est pas très efficace. Si on arrive à coordonner ce que fait le bras gauche et le bras droit, en général, ça marche beaucoup mieux. Eh bien, encore aujourd'hui, la plupart des politiques de santé au travail ignorent cette dimension de l'égalité et beaucoup dans les politiques de l'égalité ignorent ce qui se passe sur le versant de la santé au travail. Or, il s'agit de la même chose. Il s'agit du travail. Et dans le travail, les deux facteurs interagissent de façon constante, permanente. Hein, on l'a vu quand on a discuté à plusieurs reprises dans cette conférence de la situation des travailleuses du nettoyage. On ne peut pas séparer le problème des risques pour la santé d'un côté et tous les autres problèmes, je dirais, du statut de ces nettoyeuses, hein, statut social, bas salaire, précarité, sous-traitance, enfin, hein, on pourrait lister un très grand nombre de facteurs. Et donc, pour nous, et ça je le répète, l'objectif syndical, ce n'est pas réduire le nombre de cancers au travail, c'est éliminer les cancers professionnels. C'est un objectif évidemment beaucoup plus ambitieux. Et cet objectif beaucoup plus ambitieux remet en cause de façon radicale la production telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Et donc, en introduisant cette dimension femme, santé, travail, je crois que l'on contribue aussi à montrer à quel point c'est une bataille qui est décisive et c'est une bataille qui ne peut, je dirais aussi, qu'améliorer, que changer de l'intérieur l'approche des organisations syndicales, tant sur les questions d'égalité que sur les questions de santé au travail. Et donc c'est un défi pour nous, c'est un défi pour l'ensemble des autres acteurs de la prévention, de façon, à mon avis, assez évidente. Alors, si on essaie de trouver des situations, la première, elle est malheureusement à la fois très simple et très complexe quand on essaie de la résoudre, le fait que la domination masculine, le patriarcat, c'est quelque chose de millénaire, c'est quelque chose qui existait déjà avant le capitalisme, que le capitalisme a pu parfaitement intégrer à sa recherche du profit, à son organisation du travail, et qu'on ne va pas pouvoir renverser comme ça du jour au lendemain. C'est une lutte de longue haleine et une lutte qui implique forcément d'aller à la racine des choses, d'aller vers la racine des choses, c'est-à-dire d'aller vers l'ensemble des rapports d'oppression, de domination et d'exploitation qui existent dans notre société. Et à cet égard, et là, je crois que c'est très important de lutter contre la mode actuelle, de présenter les questions des femmes comme un des aspects multiples d'une politique de la diversité. Je trouve ça assez débile et aussi contre-productif du point de vue de l'émancipation. Là, il y a une structuration fondamentale et millénaire de nos sociétés entre hommes et femmes, qui est un rapport social, qui est un rapport de domination, et ce n'est pas simplement un élément parmi 17 autres, 24 autres, tant que vous voudrez, en ce qui concerne ce qu'on appelle les politiques de la diversité. C'est un élément beaucoup plus profond, beaucoup plus fondamental, qui traverse notre vie de la naissance jusqu'à la mort, qui traverse tous les rapports sociaux que l'on trouve à l'école, que l'on trouve au travail, que l'on trouve à la pension. On a parlé aussi des inégalités en matière de pension, que l'on trouve dans le sport, qu'on le trouve dans n'importe quelle activité humaine, quelle qu'elle soit. Et donc ça, nous devons en tenir compte. Alors, au niveau des cancers, je crois que les 2 journées qui ont eu lieu ont montré au minimum que c'était très pertinent d'adopter les lunettes du genre. Que c'était très pertinent. Pourquoi? Parce que les femmes et les hommes ne font pas nécessairement le même travail, ne sont pas nécessairement soumises aux mêmes expositions, ne sont pas nécessairement dans les mêmes conditions pour pouvoir défendre leur santé.
ne sont pas nécessairement représentés de la même manière dans les organisations, et tout ça contribue à ce que la question soit pertinente. Et il y a également le fait que, quand il s'agit de cancer, il y a une dimension évidemment biologique, et qu'il y a des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne l'effet d'un certain nombre de cancérogènes, des différences, il y a des différences biologiques. C'est clair que les cancers hormonodépendants, une exposition n'a pas forcément les mêmes conséquences sur les hommes, n'a pas nécessairement conséquences sur les femmes. Et pour nous, c'est un élément très important, c'est que dans les développements politiques qui sont faits actuellement, il y ait de façon explicite une interrogation sur qu'est-ce qu'on fait par rapport aux femmes travailleuses. Et donc là, je crois que le débat sur les substances cytotoxiques a été très important, puisqu'il s'agit, le secteur de la santé est un secteur qui, dans son immense majorité, est un secteur féminin. Et donc, poser la question des substances cytotoxiques, donc dans un secteur qui n'est pas l'industrie, c'est pas dans l'industrie que le problème se pose, je crois que c'était très important, d'abord parce que ça répondait à un besoin énorme, énormément de travailleuses tombent malades à cause de l'exposition à des médicaments dangereux, mais c'était aussi une manière de dire à l'ensemble des personnes impliquées dans la décision politique, regardez, ne légiférez pas uniquement par rapport à des risques qui sont des risques principalement masculins, enfin qui concernent principalement des populations masculines. Et donc là, je crois que, et nous avons eu un soutien du Parlement européen sur cette question, je crois que c'était très important de dire, on ne va pas seulement regarder les risques dans les milieux industriels traditionnels, on va aussi regarder les risques dans un secteur, le secteur de la santé, qui est quand même un secteur, c'est 12 millions et de personnes qui travaillent en Europe dans le secteur de la santé, et on sait qu'il y a au minimum 3/4, ça dépend d'un pays à l'autre, mais au minimum c'est 3/4 de femmes qui sont concernées par ce risque dans ce secteur. Et là, si on examine les obstacles, dans la majorité des secteurs féminins, on peut les relier justement aux idéologies du patriarcat. Dans le secteur de la santé, c'est quoi l'obstacle? C'est de dire, vous êtes là au service des autres. C'est un travail que les Anglo-Américains appellent du care. Et le travail du care, c'est le prolongement de votre nature féminine. Vous êtes fille, vous êtes mère, vous êtes épouse, etc. Vous êtes habitué à ça. Venez pas vous plaindre pour votre santé si vous ne faites que déployer finalement ce qui est votre nature féminine. Et donc, je crois que dans les obstacles, qui sont souvent non exprimés, qui sont inconscients parfois, par rapport à la prévention quand il s'agit en général de problèmes de santé, donc ce n'est pas uniquement évidemment la question des cancers ici, mais quand il s'agit de problèmes de santé des femmes, souvent ce qu'on fait, c'est naturaliser le travail des femmes, dire que vous ne faites que le prolongement de vos activités domestiques, dans le cas du personnel du nettoyage, vous ne faites que le prolongement de votre rôle de mère ou épouse aimante, si vous êtes infirmière ou si vous êtes dans le secteur de la santé ou si vous êtes dans le secteur de l'enseignement, etc., etc. Donc, ne venez pas vous plaindre. Ici, ce n'est pas du travail ce que vous faites. Enfin, on reconnaît aujourd'hui que c'est du travail, mais ce n'est pas tout à fait du travail par rapport à des fonctions masculines. Et ça, c'est un élément important, parce que dans la division sexuelle du travail, il n'y a pas une répartition faite au hasard. Et souvent, les activités féminines se trouvent dans le prolongement du rôle que la société patriarcale fait jouer aux femmes. Se trouve dans le prolongement des activités de travail domestique, tout ce qui est nettoyage, manutention, entre guillemets les petites mains dans l'industrie qui interviennent sur ce qui serait la finition, les détails, etc. Ou dans l'attention aux personnes, où là c'est de nouveau le rôle de mère, d'épouse, de fille, qui est mobilisé pour dire ce que vous faites, c'est du travail, mais pas tout à fait du travail. Et donc là, je crois que ça explique pourquoi la question, poser explicitement la question femme, cancer et travail est tellement importante. Elle est tellement importante et je suis convaincu que c'est pour tout le monde, mais en particulier pour les organisations syndicales, c'est une formidable occasion de renouvellement, de transformation interne, de manière à fonctionner de façon plus adéquate. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais quand même dire quelques mots, c'est, plusieurs personnes l'ont évoqué, nous sommes dans une période d'incertitude politique. L'année prochaine, élection du nouveau Parlement européen, fin de l'année prochaine, formation d'une nouvelle commission. Donc, tout le monde est d'accord pour dire la révision de la législation,
quelque chose à long terme, c'est quelque chose qui va s'étendre sur des années et des années. Et il y a évidemment ce grand point d'interrogation, oui, mais aujourd'hui, personne n'oserait faire des paris, ou en tout cas n'oserait faire des paris très optimistes sur l'évolution politique. Hein. Et donc, il y a un lien, qui est un lien qui passe dans les deux sens, donc un lien d'interrelation entre ce qui se passe sur le terrain du travail et ce qui se passe dans la sphère politique. Pour être efficace en santé et sécurité au travail, nous devons nous battre pour une démocratie au travail. Hein, on a eu plusieurs exemples qui montrent que c'est là où il y a une possibilité pour les travailleuses et pour les travailleurs d'avoir un contrôle sur l'organisation du travail, d'avoir un contrôle sur les processus de production, que peut se réaliser la meilleure prévention. Et cela, c'est important du point de vue de la santé et de la sécurité, bien entendu, puisque ça permet d'avoir une santé et une sécurité efficaces, mais c'est aussi important par rapport au fait qu'ensuite, ces collectifs de travail puissent agir sur la scène politique. Agir sur la scène politique à partir de leurs propres intérêts, en tant que travailleuses et travailleurs. Et une étude qui a été faite par Thomas Coutron en France, et je suis sûr qu'on trouverait les mêmes résultats dans d'autres pays, montre à quel point l'électorat des groupes, des formations politiques d'extrême droite correspond au niveau géographique, hein, sur la base des données de l'enquête sur les conditions de travail, à des régions où on va trouver la plus forte proportion de travailleuses et de travailleurs privés d'autonomie, privés de toute influence sur le processus de production. Et ce n'est pas très difficile à comprendre si au quotidien on vous nie le droit à la parole, si au quotidien vous ne pouvez pas exercer la démocratie, ne demandez pas que de façon miraculeuse, une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans, les gens votent pour la formation qui correspondrait à leur intérêt en tant que classe. Ils vont plus facilement, en tout cas, céder à la démagogie de l'ultra-droite, à la démagogie du nationalisme. Et donc, c'est clair que nous sommes dans une période d'incertitude. Je crois que ce que Marika a dit est très important. Essayez que dans les élections européennes à venir, la question du travail, la question de la santé au travail soit posée comme un point important. Hein, vous imaginez bien que énormément de candidats vont absolument éviter cette question. On va vous parler en abondance de sécurité, on va avoir plein de formations qui vont essayer de faire des voix sur la base du racisme, sur la base de l'antiféminisme, comme si vous avez suivi les récentes élections en Andalousie, le parti qui a eu le plus grand succès électoral, comparativement à ce score précédent, est un parti qui est à la fois fortement raciste et fortement antiféministe. Et nous voyons aujourd'hui, en Europe, dans un certain nombre de gouvernements, ces partis d'extrême droite qui désormais sont présents, chose nouvelle quand même dans le panorama européen, et nous voyons que dans d'autres pays, même s'ils ne sont pas présents dans les coalitions gouvernementales, ils exercent une sorte d'effet délétère sur l'ensemble, pas sur l'ensemble, mais sur une partie importante des autres formations politiques, en imposant leur propre agenda de xénophobie, de racisme, d'identité nationale, plutôt que de poser les questions beaucoup plus importantes au quotidien et au concret, et qui, elles, ne nous divisent pas, que sont les conditions de travail et que la santé au travail. Et donc, je crois qu'il y a donc une interaction. C'est clair que, dans un cadre politique détérioré, la lutte pour la santé au travail deviendra plus difficile. Ça, je crois que personne ne doit se faire d'illusions là-dessus. Mais en menant notre action pour la santé au travail, nous menons une action pour la démocratie sur les lieux de travail, et par là même, nous contribuons à un contexte politique qui ne peut être que meilleur. Et donc, c'est peut-être nous le faisons quotidiennement à notre petit niveau. Nous n'avons pas une force extraordinaire, peut-être pas une influence extraordinaire, mais je crois que c'est une bataille importante à mener. Et je crois donc vraiment qu'au niveau des différents syndicats, on doit reprendre cet appel, cette suggestion faite par Marika, de dire aux élections européennes, demandons-leur de se taire sur la sécurité, sur l'immigration, etc., et de nous parler de qu'est-ce qu'ils proposent pour les conditions de travail, pour le travail, pour la santé au travail.
Et ça permettra peut-être à ce moment-là de faire le tri entre un certain nombre de démagogues et des gens qui représenteront réellement les intérêts du monde du travail en Europe. Merci.